tous et bienvenue à cette première webconférence de Allo Hémato. Donc Allo Hémato, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau programme proposé par Vivre avec une ENMP et 10 mois santé pour vous proposer 4 webconférences interactives tout au long de cette année où des experts pourront répondre de façon pratique à vos questions du quotidien. Donc cette année, nous allons vous en proposer 4, une sur la sexualité, une sur la compréhension des NMP, une sur les cancers hématologiques. Et aujourd'hui, avec Karine, nous sommes extrêmement heureuses de vous convier à cette première conférence sur la qualité de vie. Car en effet, en France, chaque année, 5000 patients apprennent qu'ils ont une NMP. Alors bien sûr, au choc du diagnostic va s'ajouter aussi un ensemble d'effets qui impactent la qualité de vie des patients, à commencer notamment par la fatigue, les prurites, les douleurs osseuses, musculaires, tout ce qui a été rapporté dans les études et qu'aujourd'hui, nous allons décrypter, décrire et puis essayer de détricoter avec nos experts pour apporter des informations pratiques pour pouvoir mieux gérer ces troubles du quotidien. Donc, pour cela, nos experts sont aujourd'hui Madame Rio. Bonsoir, Madame Rio. Donc, vous êtes IPA, infirmière de pratique avancée au CHU de Brest et vous êtes la seule IPA en France spécialisée sur les NMP. Donc, les IPA, c'est des infirmières qui ont fait 2 ans supplémentaires de spécialisation et donc vous êtes spécialisés, vous, pour répondre aux patients et les aider dans leur quotidien, notamment à mieux vivre avec leur pathologie. Et donc, vous êtes accompagnés par le professeur Yann Otto. Bonsoir, professeur Yann Otto. Donc, vous êtes hématologue, chef de service d'hématologie au CHU de Brest. Donc, ce soir, la Bretagne est bien représentée. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, pour vous accueillir, je vais laisser la parole à Karine, qui est présidente de l'association Vivre avec une NMP. Alors, écoutez, bienvenue à tous et puis merci de votre confiance. Merci à Laetitia et au professeur Yann Otto d'être là parce que la qualité de vie, c'est vraiment, quand on parle entre patients, c'est vraiment le truc... c'est le truc qui revient tout le temps. C'est pas j'en ai marre d'avaler mes médicaments, c'est j'en ai marre d'être fatiguée. Je me lève, je suis fatiguée. Et un jour, on rêve tous que vous trouviez une potion magique pour qu'on n'ait plus à dire le mot fatigue. Donc voilà, vous avez de lourdes responsabilités maintenant. Banco, allez-y, c'est parti. Et puis, je suis sûre qu'après cette émission, on va mieux vivre grâce à vous. Et alors, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet « Questions » et Karine et moi les remonterons à nos orateurs à la seule condition qu'elles soient d'ordre général, pas de téléconsultation. Et sinon, le docteur Pierre-Édouard Debureau, qui est à Saint-Louis, répondra par écrit à certaines de vos questions. Alors, peut-être que si je suis présent parmi vous ce soir, c'est parce que dans le cadre de la pratique de l'hématologie, je fais beaucoup de néoplasie myéloproliférative. Et dans ce cadre, et avec mes collaborateurs sur le site de Brest, mais aussi donc Laetitia, notre infirmière de pratique avancée, nous voyons donc beaucoup de patients. Nous avons à peu près 600 à 700 patients NMP sur Brest en dehors de la LMC. Donc nous en voyons toutes les semaines plusieurs dizaines. Et nous distribuons systématiquement des auto-questionnaires qui sont censés nous donner le point de vue du patient sur la pathologie. On appelle ça les questionnaires MPN-TSS. Et ces questionnaires ont pour but de mettre en avant certains symptômes liés à la NMP et qui sont, pour le patient en tout cas, les éléments importants à déclarer au moment de la consultation. Donc, pour que le médecin sache quel est l'état d'esprit, l'état physique du patient au moment de la consultation, rempli tout seul, donc il n'y a pas d'influence médicale, et donc 10 items sont renseignés. Il existe aussi des questionnaires à 30 questions, et parmi les items, il y a donc la fatigue, le premier sur la liste. Vous avez les troubles digestifs et liés à la rate. Vous avez des troubles neurologiques, concentration et fatigabilité. Et vous avez ce qu'on appelle les signes généraux, les sueurs, les démangeaisons, les douleurs osseuses, la température et la perte de poids.
Ainsi, le patient amène ces informations et permet au médecin en face d'entendre, de lire que le patient n'a peut-être pas, comme le disait Karine il y a un instant, qu'une problématique médicamenteuse ou de bilan biologique. Et ces questionnaires m'aident, moi, en tant que praticien, à entendre mieux ce que me disent les patients et potentiellement, peut-être, à mieux les traiter. Alors, Laetitia a préparé le diaporama que vous allez voir dans un instant. Il s'agit tout autant de points de discussion que quelques trucs ou astuces que nous connaissons. Car, je dois l'avouer, n'attendez pas de notre part potentiellement une résolution de vos symptômes ou de vos problèmes. Nous cherchons nous aussi les solutions et nous ne pouvons que progresser ensemble. Donc on sera là pour discuter grâce à ce diaporama, mais avec d'autres éléments de discussion orale si vous le souhaitez, sans aucun problème. Et vous avez, comme on disait, le chat tout à l'heure pour poser quelques questions aussi. Et donc je laisse la parole, au minimum quelques minutes, à Laetitia pour qu'elle présente un peu les travaux qu'elle fait aussi autour de la prise en charge des patients NMP. Et nous rediscuterons dans un instant. Ouais. On peut passer peut-être du coup à la deuxième slide, voire la troisième. Car voilà, le docteur Yanoto a déjà parlé des symptômes. Hop. Donc là, en effet, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur 813 patients donc, qui montrent des symptômes dont l'intensité est supérieure ou égale à 7. Et donc, cette étude montrait qu'en effet, la fatigue est un des principaux symptômes exprimés, mais il y en a d'autres, justement l'impact au niveau de la sexualité, l'inactivité, les problèmes de concentration, les douleurs osseuses, donc plusieurs symptômes que le professeur Yanoto a déjà évoqués précédemment. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc là, j'ai fait plutôt des astuces par rapport à NMP et fatigue pour vous apporter peut-être quelques éléments de solution. Hop, la slide suivante. Donc, une petite définition de la fatigue. Donc, la fatigue, c'est une sensation désagréable provoquée par plusieurs facteurs physiques et intellectuels qui se traduit le plus souvent par un manque d'énergie, une difficulté à effectuer des efforts, une lassitude, un manque de motivation. Donc, en effet, la fatigue, c'est une intrication de plusieurs facteurs. Certes, il y a la maladie la NMP, la néoplasie myéloproliférative, mais on a aussi les propres antécédents personnels. On peut avoir d'autres comorbidités ou d'autres antécédents qui peuvent se rajouter à la néoplasie. Je vous laisse la slide suivante. Je fais en même temps. Donc, la fatigue, elle peut être réactionnelle, justement, ça peut être temporaire. Il y a des perturbations dans son mode de vie, une maladie de courte durée, une insuffisance de repos, une inadaptation au travail, une situation de stress qui peut majorer la fatigue, une condition physique qui est perturbée, par exemple une activité physique intense, une sédentarité. Donc ça, c'est une fatigue que tout à chacun peut percevoir. Il y a aussi les fatigues liées à une maladie chronique, donc une anémie, les néoplasies myéloprolifératives et toute autre maladie chronique, comme des maladies endocriniennes, auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies chroniques. Donc, on peut avoir différentes autres fatigues, des fatigues, des maladies liées au sommeil, comme l'apnée du sommeil, des syndromes des jambes sans repos, une fatigue liée à la prise médicamenteuse et donc une asthénie plus psychique qui peut être liée à une dépression, à une anxiété, qui se traduit souvent par une lassitude matinale, l'envie de rien, une difficulté à commencer la journée, des troubles du sommeil, une démotivation et qui peut induire aussi une diminution de l'appétit. Donc, concernant les néoplasies myéloprolifératives, donc c'est une maladie chronique donc qui peut induire de la fatigue, qui nécessite des traitements médicamenteux ou des saignées, pouvant également être une des causes des fatigues, qui peut engendrer de la douleur et donc engendrer des troubles du sommeil et qui peut également induire une anémie. Donc,
voilà, cette maladie chronique peut perturber voilà, la qualité de vie par d'autres symptômes, le prurite, les sueurs nocturnes, des douleurs abdominales, des douleurs osseuses. Donc, ce qui peut amener à une diminution de l'activité physique, une modification de l'appétit et impacter le moral. Donc, comment peut-on agir sur cette fatigue? Donc, déjà, il faut la dépister. Il existe des échelles d'auto-évaluation de la fatigue. Donc, par exemple, sur le questionnaire que nous faisons remplir aux patients qui viennent en consultation, donc qui permet de décrire l'intensité de la fatigue avec voilà, son intensité. Après, à nous de voir quelles sont les caractéristiques de cette fatigue, sa chronologie, la date de début, le mode, la durée, l'évolution au cours de temps, s'il y a des facteurs qui aggravent cette fatigue ou qui l'améliorent, son impact dans les activités de la vie quotidienne, les impacts également sociaux au niveau du travail, au niveau de la famille, et les symptômes qui sont possiblement associés à cette fatigue. Donc la fatigue, ça nécessite en fait une prise en charge globale, une approche multidisciplinaire pour pouvoir agir sur des facteurs que l'on peut modifier. Donc la douleur peut être soulagée, l'anémie, il existe voilà, des traitements permettant d'améliorer, de corriger cette anémie, l'inactivité par la pratique par exemple d'une activité physique adaptée, l'appétit, le sommeil et voilà, la baisse de morale, l'anxiété sont des facteurs que l'on peut également modifier. Donc, des interventions voilà, non médicamenteuses, donc, qui est la pratique d'une activité physique régulière. Donc, sur la slide suivante. Donc, le sport, mais aussi toutes les activités physiques de la vie quotidienne et les exercices physiques. Donc, les activités de la vie quotidienne sont le jardinage, les courses, le ménage, les exercices physiques, plutôt le vélo, la marche, la nage. Il est prouvé que voilà, l'activité physique réduit les effets secondaires liés à la maladie et au traitement. Cela diminue la fatigue et apporte un sentiment de bien-être. Ça permet de se réapproprier son corps, de prendre du temps pour soi, de retrouver une vie sociale. Ça permet de diminuer les symptômes du stress et de l'anxiété, d'entretenir sa force musculaire et de diminuer ainsi les douleurs ostéo-articulaires. L'activité physique permet de réduire également les facteurs de risque cardiovasculaire et favorise le sommeil. Donc, l'activité physique adaptée maintenant peut être prescrite sur ordonnance pour tous les patients avec une affection de longue durée. Il existe voilà, des maisons sport santé qui permettent de faire un bilan, car il est nécessaire de faire aussi un bilan avec un médecin afin de voir s'il existe des limitations à la pratique de l'activité physique. Et il existe une carte sur sport.gouv.fr qui permet de voir où se situent les maisons sport santé de votre territoire. Donc, autrement, hormis l'activité physique adaptée, c'est sur la slide suivante, vous pouvez participer à des ateliers d'éducation thérapeutique s'il existe dans les centres hospitaliers qui vous prennent en soin, donc qui permettent également de mieux comprendre sa maladie, et de peut-être parfois de rencontrer une diététicienne, une assistante sociale. Donc, tout cela, l'activité physique adaptée, la prise en charge globale, c'est aussi voilà, un bilan avec une diététicienne pour assurer voilà, d'un bon équilibre alimentaire, d'une bonne hydratation. Ça permet de régler aussi parfois les troubles de l'appétit, les troubles du transit qui sont liés à la prise médicamenteuse. Et en cas de satiété précoce également, de pouvoir apporter des conseils alimentaires. D'avoir des interventions psychocorporelles, les massages, la relaxation, le yoga peuvent être des exercices qui peuvent également améliorer la qualité de vie et diminuer la fatigue. Et toutes les interventions psychosociales, comportementales et cognitives, comme l'intervention d'une psychologue afin de réduire l'anxiété, la dépression, et la méditation, qui dans plusieurs pathologies a prouvé aussi des bénéfices sur l'amélioration de la qualité de vie. Alors là, je vous ai mis une slide qui est tirée de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui sont 10 recommandations pour mieux dormir et donc améliorer son sommeil. Donc, par exemple, c'est voilà, maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers, respecter son rythme et ses besoins en sommeil,
s'exposer à la lumière du jour, en particulier le matin, avoir une activité physique régulière, modérer sa consommation de café, de thé. Le soir, afin de prévenir les fringales nocturnes, ne sautez pas le dîner, mais évitez les plats trop gras et difficiles à digérer. D'avoir une activité calme le soir, de s'aménager une chambre propice au sommeil, de se déconnecter des écrans. Et voilà. Ce sont les recommandations de l'Institut national du sommeil afin d'améliorer le sommeil pour améliorer ainsi la fatigue. Je vais peut-être laisser Dr Yanoto sur NMP et prurite, qui est… Alors, merci beaucoup Laetitia. Peut-être que dans un premier temps, par bloc, on peut peut-être discuter autour de la fatigue maintenant. Avec ce que tu as présenté, un certain nombre de recommandations, peut-être beaucoup se sont reconnus dans ce que leur disent leurs médecins ou peut-être de ce qu'ils font eux-mêmes pour tenter de lutter contre la fatigue. Et comme tu le rappelais, c'est le premier symptôme décrit dans les questionnaires. C'est très difficile d'attribuer uniquement la fatigue à la maladie hématologique. D'où prendre en compte, comme tu le dis, différentes composantes physiques, psychiques, médicamenteuses, alimentaires, et probablement la meilleure façon de réduire cette fatigue, qu'elle soit physique, intellectuelle, morale ou autre. Donc un certain nombre de points vous ont été donnés. Maintenant, la question pourrait être, avez-vous des questions ? Alors oui, il y a une question qui revient et une remarque qui revient souvent. Il y a beaucoup d'hématologues qui ne sont peut-être pas aussi pointus que vous en matière de NMP, qui disent que la fatigue, ça a pas de lien avec nos moelles osseuses foldingues et nos pathologies. Alors, on peut oser affirmer à nos hématologues, si, voilà, maintenant on sait, ça a un lien. On peut le dire fermement. Toutes les études de qualité de vie mettent en avant que dans les NMP, quelles qu'elles soient, alors peut-être un peu plus, comme le rappelait Laetitia, à cause de l'anémie dans la myélofibrose, mais c'est un phénomène que malheureusement la majorité des patients expriment. Pas tous, mais une majorité. Et je voulais quand même juste dire, en tant que maladie chronique, vous savez aussi qu'un certain nombre d'autres pathologies sont aussi exprimables par la fatigue. Donc, il nous est parfois nous-mêmes difficile de dire oui et non aux patients s'ils ont plusieurs comorbidités en même temps. Et c'est en cela que poser la question sur les antécédents d'un patient, ou si parfois il les oublie de savoir quel médicament il prend, et de voir alors si un certain nombre d'autres choses peuvent interagir avec la maladie hématologique. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, en tant qu'hématologue, que la fatigue n'a aucun lien avec les NMP. Alors, juste une précision pour les comorbidités, ne paniquez pas, c'est un terme médical. Je sais que la plupart des patients sont terrorisés quand ils entendent ce mot. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite, ça veut dire juste que vous avez une autre pathologie à côté. Ça veut dire que vous avez de l'asthme, que vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi, mais vous n'êtes pas destiné au cercueil dans les minutes qui viennent. Voilà. Veuillez m'excuser de mon vocable médical. Nous sommes d'accord, il s'agit plutôt d'antécédents, si vous voulez parler différemment. Voilà. Oriane, alors, moi, j'ai une question. Professeur Yanoto, vous avez évoqué un questionnaire que vous utilisez pour permettre aux patients d'évaluer leur qualité de vie, les effets, etc., et qui vous permet, vous, de mieux gérer avec vos patients. Est-ce que ce questionnaire est utilisé de façon en routine par vos collègues? Est-ce qu'il y a dans tous les centres l'accès à ce questionnaire? Alors la réponse est oui. Ce questionnaire qu'on appelle MPN, comme ça s'écrit -SAF, est décliné en 30 questions, 10 questions, et il y a même un questionnaire spécifique pour la myélofibrose à 4 questions. Tous sont disponibles sur Internet. Et certains laboratoires, en fait, délivrent des blocs contenant les questionnaires à façon.
les patients écrivant leur nom, leur date de remplissage, et donc complètent le questionnaire. Donc il est disponible et il a déjà été prouvé par de très nombreuses publications qu'il est utile à la compréhension du quotidien du patient et que potentiellement, grâce à certains traitements, nous voyons des variations des symptômes, ils étaient présents, ils ont disparu, ou de leur intensité. Comme l'a rappelé Laetitia, la fatigue, on peut la quantifier aussi. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent de savoir entre 0 et 10, on le dit pour la douleur souvent, à quel niveau de douleur êtes-vous? En fait, vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel symptôme. Et donc, on peut voir, par exemple, que des personnes qui ont une fatigue à 7 au moment du diagnostic de leur maladie, certains traitements permettent de réduire l'intensité de leur fatigue, donnant alors un autre point de vue intéressant aux praticiens qui voient non seulement la prise de sang s'améliorer, mais physiquement le patient aussi, potentiellement. Mais parfois, c'est l'inverse. Certaines situations d'évolution de la maladie ou parfois certains traitements, comme peut-être quelques auditeurs l'ont aussi expérimenté, peuvent aggraver la fatigue. Et donc, ces variations sont des éléments très importants pour qu'un praticien ou un acteur de santé comme Laetitia, d'avoir une meilleure connaissance du ressenti du patient. Ok, mais en fait, les patients, enfin, il est conseillé, je pense, aux patients de préparer leur rendez-vous en règle générale. Et enfin, moi, j'essaye d'expliquer ça aux adhérents en disant, vous pointez pas une fois tous les 6 mois chez votre hémato, puisqu'on les voit en règle générale tous les 6 mois ou tous les ans quand la maladie est stabilisée, comme une fleur en pensant que qu'il va deviner en vous regardant et en lisant vos analyses comment vous allez. Et moi, j'ai une petite astuce, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai un petit carnet rouge parce que rouge, c'est comme le sang. Et je note semaine du temps au temps. Je ressemblais à, voilà, à un vieux paresseux. Semaine du temps au temps, j'avais mal aux pieds. Voilà. Et comme ça. Et après, j'arrive à faire un équilibre et à arriver en disant voilà, pendant les 3 ou les 6 derniers mois, voilà ce qui s'est passé. Sans raconter ma vie de A à Z, hein, parce que sinon on y serait encore. Mais voilà, je crois que il faut jouer le jeu, quoi. On est une équipe et quand on joue ensemble, quand on est coéquipier, même pour un raid dans le désert, ben on avance ensemble. Il y en a un qui lit la carte, l'autre qui tient le volant et on essaye d'arriver au but final, quoi. Enfin, je suis tout à fait d'accord et je pense que Laetitia donnera son point de vue aussi dans un instant. Alors, il est clair, nous, quand nous demandons à nos patients de prévoir leur prochain rendez-vous, il est indiqué sur la feuille de rendez-vous non seulement le jour et l'heure, mais aussi venez avec vos dernières prises de sang, venez avec vos questions, afin d'avoir sur le temps donné de la consultation, et pardonnez-nous de rappeler que il nous arrive malheureusement de voir 15, 20, 30 patients dans la journée en fonction des temps de consulte et que plus une consultation est impactante en termes d'information, plus vite on va à l'essentiel et plus vite ou plus longtemps on discute des problèmes qui existent. Ou au contraire, de se satisfaire que tout va bien. Nous sommes bien d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, une prise de sang systématique à amener, la dernière, l'ordonnance des médicaments pour les renouveler au cas où ou pas, mais aussi pour vérifier que la posologie de traitement reste la même, sont fondamentaux et vous avez après différents types de patients qui viennent avec un carnet, comme vous l'évoquez, une petite feuille où il y a marqué les questions ou les réflexions et certains viennent les mains dans les poches en se disant parfois mais pourquoi je viens là? Parce que soit je les écoute pas, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver, soit parce qu'ils n'ont pas grand-chose à me déclarer et je suis content de voir que de temps en temps, mes patients vont aussi très très bien. Laetitia, peut-être pour toi aussi, qui a une vision un peu plus spécifique. Non, mais tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est une prise de sang, voilà, ce sont des chiffres. Après, c'est vrai que c'est au patient d'exprimer son ressenti et sa qualité de vie, sa vie au quotidien, ses symptômes.
et leur intensité. Donc, c'est vrai que souvent, moi, je leur dis en effet de préparer leur liste de questions avant de venir à la consultation. Car en effet, au moment de la consultation, parfois, on n'ose pas interrompre le médecin. Le médecin mène sa consultation et puis on repart avec ses questions. Donc, d'avoir préparé sa petite liste, ça permet, en règle générale, d'avoir une réponse à ces questions en partant. Et c'est vrai qu'une consultation tous les 6 mois ou tous les ans, voilà, c'est important de préparer sa consultation, je suis d'accord. Je pense que comme beaucoup de médecins, nous avons une sorte de routine qui fait que après avoir dit bonjour et comment ça va au patient, il y a un certain nombre de questions rapides et pratiques qui nous permettent, nous, de savoir un peu où nous en sommes avec cette personne, dont des questions très simples liées à l'hyperviscosité, dont des questions très simples liées à la toxicité potentielle des médicaments. Et donc, nous utilisons à Brest ces autoquestionnaires qui mettent en avant certains points particuliers, qui amènent alors d'autres discussions sur un temps supplémentaire, des troubles digestifs qui n'existaient pas et qui sont présents, des sueurs qui arrivent alors qu'il n'y en avait pas auparavant et qui amènent d'autres questions et peut-être à interagir particulièrement avec le patient. Et parfois, si je peux me permettre, ce que l'on voit aussi, c'est plusieurs patients qui arrivent avec des tas de questions, mais qui n'ont souvent rien à voir avec le schmilblick hématologique. Alors, il nous est parfois facile de donner des idées ou des solutions à certaines situations non hémato, mais ils sont contents de voir quelqu'un à l'hôpital alors qu'ils n'ont pas toujours un médecin généraliste à disposition. Et il nous arrive de temps en temps d'être un peu malpolis et de renvoyer les patients à leur médecin généraliste pour régler certaines questions ou symptômes. Je dois avouer que je suis hématologue, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas rhumato, je ne suis pas gastro-entérologue. Je peux donner des conseils, je peux parfois faire des prescriptions de consultation ou d'examen, mais il y a parfois certaines questions qui sont surprenantes en termes de souhait du patient d'avancer dans sa vie quotidienne et pas forcément que dans sa vie hématologique. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question. Madame Rio, vous avez évoqué l'activité physique adaptée qui permet aussi de gérer sa fatigue. Alors, certaines personnes ont dit, mais est-ce qu'on peut faire de l'activité physique quand on est fatigué? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'activité physique adaptée? Ce n'est pas de l'activité sportive, hein, on est bien d'accord, s'il vous plaît. De l'activité physique adaptée, en effet, c'est adapté en effet déjà à son ressenti. On fait une activité. Mais parfois, quand on est fatigué, on se met dans son canapé, on n'a rien envie de faire. Mais d'aller marcher quotidiennement, une demi-heure par jour, c'est vrai que voilà, c'est de l'activité physique. Et ça, il est prouvé en effet que ça peut diminuer la fatigue. En fait, c'est un peu un cercle parfois un peu vicieux où on est fatigué et on ne fait rien. Et en fait, l'inactivité engendre de la fatigue. Donc, de maintenir une activité physique comme de la marche quotidienne, il est prouvé que ça a un impact sur la fatigue. Après, il peut y avoir de l'activité plus sportive, mais là, c'est vrai qu'il faut se rapprocher peut-être des maisons sport santé, d'avoir un bilan médical afin de voir s'il existe des limitations en fonction justement des antécédents de chaque patient. Mais voilà, faire du vélo, de la marche, c'est quelque chose. Alors, il y a des associations qui ont un maillage territorial pour justement pouvoir trouver des appâts. On va vous mettre une adresse. Il y a par exemple la Camille Sport et Cancer qui propose des appâts. Donc, c'est des personnes qui savent tout à fait donner des conseils d'activité physique adaptée. On vous met le lien tout de suite. Karine, as-tu une question? Oui, je regardais, parce qu'il y a des questions qui se passent dans le chat, donc il faut arriver à suivre un petit peu partout, mais on va y arriver. Il y a des internautes qui se demandent pourquoi il y a des jours où je vais bien, je peux ranger ma maison, je peux machin, et puis le lendemain, pendant 5 jours, je vais très bien, et d'un coup d'un seul, je suis lessivée, morte, très fatiguée. Mais sans avoir poussé à l'excès les activités pendant les 5 jours précédents. Des gros coups de fatigue. Est-ce que
C'est normal ou est-ce que c'est certains demandent est-ce que c'est un signe que la maladie s'aggrave? Voilà, la fatigue, toujours la fatigue. Peut-être pas facile de répondre de façon oui/non à cette question. Maintenant que je ne vois que des patients SMP, je peux vous dire que je vois de tout. Et des patients qui sont chroniquement fatigués, comme l'évoque Laetitia, versus des patients qui, en fait, brûlent toute l'énergie qu'ils accumulent après plusieurs jours ou plusieurs semaines et qui ont besoin d'une pause ensuite de quelques jours pour pouvoir recharger leur batterie et de repartir comme avant. Donc, il est difficile alors de donner des généralités. Par contre, si vous n'étiez pas fatigué auparavant et qu'une fatigue progressive apparaît, parfois associée sur les bilans sanguins à une diminution de la quantité de globules rouges ou en médicaments de plus en plus importants pour régler le bilan sanguin ou d'améliorer celui-ci. Il peut y avoir une toxicité médicamenteuse, mais il peut y avoir en effet des risques que la maladie chronique évolue. Beaucoup de conditions à cette fatigue, comme l'a annoncé Laetitia, il y a tellement de choses qui se mêlent là-dedans qu'il ne faut pas négliger non plus que la maladie en tant que telle, chronique, certes, peut évoluer aussi. Donc les réponses, vous voyez, sont pas forcément simples, on ne rentre pas dans une case et pas dans une autre. Il y a souvent une nécessité de démêler les différents éléments qui participent, par exemple à la fatigue. Mais en tout cas, si ça n'existait pas auparavant, il est peut-être important de refaire un point avec votre hématologue pour déterminer là que la maladie puisse évoluer. Sinon, comme on l'a vu, la fatigue fait partie de ces pathologies, à chacun parfois de l'exprimer ou le ressentir de façon parfois hétérogène. Et donc, du coup… Merci beaucoup. Merci. Et pour arriver à affronter cette fatigue, est-ce que quelquefois on peut solliciter l'aide psychologique? Parce que personnellement, moi, enfin voilà, c'est une expérience perso. Quand je suis fatiguée, je tourne en rond, je tourne sur moi et enfin, c'est rare que je tourne sur moi, mais voilà, on tourne et la spirale est infernale. Alors que si on regarde dehors, on commence à se dire oh ben oui, ben il fait beau si je sortais et on sort de cet engrenage quoi. Donc soit on a la force personnelle de s'en sortir tout seul, soit un accompagnement psychologique, ce qui nous est hyper, enfin moi par expérience, ça m'a jamais été proposé. Hein. Mais peut-être parce qu'ils savent que j'ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Voilà. Non, nous, on le propose assez facilement. On a une psychologue dans notre unité, en effet, et c'est vrai qu'elle intervient si besoin et on le propose et aux patients de nous dire en effet s'ils en ressentent le besoin, mais c'est une intervention qui est proposée assez facilement. Et ça aide pour la fatigue? Ça peut aider à mieux gérer ou… Ça peut aider à mieux gérer parce qu'en effet, la fatigue impacte son quotidien, impacte le moral. Donc, parfois, justement, pour aider à sortir de cette spirale, ça peut aider. On rappelle aussi, Karine, lors de la présentation de Septembre Rouge, nous avions évoqué ce qu'on appelait les soins de support. Nous rappelons que nous avons une obligation liée au ministère de la Santé, que dans le cadre de maladies chroniques, de proposer un certain nombre de services, c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui sont des consultations avec d'autres experts que le médecin hématologue, mais ça peut être dans différentes disciplines, dont la question, comme vous l'évoquez, et Laetitia aussi, de la psychologue, de la diététicienne, de l'assistante sociale, de l'APA, tout un tas d'éléments qui sont normalement accessibles dans une majorité de centres hospitaliers, alors peut-être pas toujours au même endroit, il faut parfois faire plusieurs bâtiments du même hôpital, ou 2 hôpitaux si nous sommes près l'un des autres, mais qui sont un plus qui est en tout cas sollicité par les patients chez nous,
normalement qui doit être proposé systématiquement par le praticien. Après, il y a des endroits où malheureusement, il ne s'agit que de services d'hématologie ou d'oncologie ou de médecine interne qui prennent en charge les patients avec NMP et qui ne peuvent pas alors proposer autre chose que leurs services professionnels médicaux. Et donc, ils sont en déficit. Mais normalement, la proposition de soins de support doit être systématique à chaque nouveau diagnostic pour annoncer, pour prendre en charge sur toutes les composantes que vous venez d'évoquer, mais aussi et parfois au long cours. C'est ce que fait aussi Laetitia en étant vigilante, en discutant avec les patients, en téléphonant régulièrement, de voir s'il y a au début, soit pas tout va bien, mais on n'a pas besoin, et puis après, ce besoin apparaît. À nous d'être là, vigilants, afin d'être réactifs, et grâce à notre psychologue dédié aux maladies hématologiques, nous avons souvent d'excellents retours sur cette conscience psychologique dépressive, anxieuse, inquiète de nos patients, qui peut parfois passer inaperçue dans le cadre de la consultation, mais qui peut se révéler être beaucoup plus ouvert de discussion par la consultation directe avec les bons professionnels. Alors, merci. Justement, donc vous avez évoqué les soins oncologiques de support. Parfois, il y a un peu une incompréhension. Oriane, vous vouliez intervenir? Oui, vous m'entendez pas? Si. Ou alors c'est Karine, vous continuez? Non, mais vous entendez, professeur Iannotto? Alors, je voulais juste que on recadre ce qu'étaient les soins oncologiques de support pour bien dire aux gens qui nous suivent ce qui est reconnu par les autorités, notamment l'Institut national du cancer, et ce qui ne fait pas partie des soins oncologiques de support, pour pas qu'il y ait de confusion pour nos auditeurs. Alors, il y a deux éléments. Ce à quoi vous avez droit en termes de possibilités, et elles pourraient être, je dirais, presque infinies. Tout dépend des prestations de consultation disponibles sur le site. Versus ce que l'on considère médicalement comme des soins de support, qui sont avant tout de faire en sorte qu'un patient venant à la consultation puisse, au même moment, voir plusieurs professionnels de santé, les uns après les autres, sur une demi-journée, en plus du médecin, celles et ceux qu'ils ont sollicités. Donc ça, c'est du point de vue médical hospitalier versus les besoins. Et pour ce qui est des besoins, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez avoir, en fonction des centres hospitaliers bien évidemment, le droit à une consultation. Donc à vous de faire le tri en termes de patients par rapport à ce qui est proposé. Ça peut être donc la consultation avec une infirmière de pratique avancée, une consultation avec une infirmière dite d'annonce qui va reprendre les éléments du diagnostic et parfois du suivi, ce qu'on appelle aussi les infirmières de thérapie orale que vous pourriez avoir, la psychologue, la diététicienne, l'APA, l'assistante sociale. Vous pouvez même avoir non pas la psychologue mais un psychiatre si cela est nécessaire. Nous pouvons aussi parler avec nos collègues d'autres disciplines comme des dermatologues. Quand on a des soucis cutanés qui peuvent gêner la prise en charge, on peut aussi, et de plus en plus ça se développe, et grâce à l'aide de Laetitia en particulier, la stimulation de nos collègues de pharmaciens qui voient les interactions entre les médicaments déjà pris par le patient, ceux que nous allons mettre en place, et tout un tas de substances que les patients prennent aussi pour se sentir mieux dormir, moins fatigué, moins de crampes. Il faut savoir aussi que beaucoup de plantes, d'épices, peuvent interagir avec les médicaments déjà en place, voire potentiellement avec les produits que le médecin hémato va prescrire. Donc souvent, ces consultations de soins de support sont à façon en fonction de ce que le patient souhaite. On propose, nous, une dizaine de consultations potentielles. Le patient fait son choix.
Merci beaucoup. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être d'avancer sur tout ce qui est prurite. Et puis après, on refera une session de questions-réponses. Ça vous va? Si vous voulez. Alors, diapositive suivante. Il y en avait deux, hein, c'est ça, Laetitia? Oui. Donc, prurite, démangeaison, sont des symptômes que j'évoquais tout à l'heure dans le questionnaire de symptomatologie des NMP. On retrouve beaucoup de patients qui se plaignent de se gratter avant le diagnostic de la maladie, depuis le diagnostic de la maladie ou depuis la mise en place de certains médicaments. Vous en voyez là la définition. C'est donc une sensation désagréable cutanée qui amène à se gratter. Se gratter juste superficiellement, se gratter jusqu'à s'arracher la peau, on peut tout voir malheureusement. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en fait, les patients avec néoplasie myéloproliférative se grattent beaucoup plus que dans d'autres maladies hématologiques ou dans certaines maladies en général. Ces démangeaisons semblent être à peu près présentes chez la moitié des patients avec une ENMP. Mais attention, quand on parle de démangeaison, il y a aussi un fait intéressant, c'est que là encore, comme la fatigue, et désolé de rabâcher cela, il peut y avoir plein de causes potentielles. Et parmi ces causes, il nous arrive de plus en plus, grâce à ces consultations de soins de support avec nos collègues de dermatologie, de voir des patients avec aussi de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, qui sont parfois en lien avec les traitements que les patients prennent, parfois la séquelle de ce qu'ils ont eu tout au long de leur enfance, adolescence. Je parle des réactions allergiques et de l'eczéma en particulier. Et donc, on trouve beaucoup de patients qui présentent ces démangeaisons dans ce contexte et pour lesquels souvent une consultation auprès d'un dermatologue amène à apaiser les symptômes grâce à des crèmes ou des médicaments adaptés. Même si les crèmes sont souvent de la cortisone, ce qui n'est pas toujours bon. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais c'est souvent un très très bon médicament. Et puis, vous avez peut-être ce qui est l'élément plus spécifique des maladies myéloprolifératives, c'est le prurite aquagénique. Et peut-être que sur la deuxième slide, si vous voulez bien, Oriane. Et voilà. Merci beaucoup. Il y a donc le prurite aquagénique qui est présent chez certains patients. C'est le fait que après la douche, le bain, la piscine, les sueurs, l'eau de mer, les patients amènent à se gratter secondairement. Et ça, c'est un phénomène assez étrange, d'abord parce qu'on ne sait pas vraiment comment les choses se passent, mais surtout assez spécifique des néoplasies myéloprolifératives. Ce prurite aquagénique est présent dans toutes les NMP et occasionne assez régulièrement une gêne physique et psychologique, car si vous pensez démangeaison après la douche, vous pouvez penser aussi que la répercussion sur le nombre de douches, sur les odeurs, sur se raser, sur les produits qu'on utilise pour diminuer ces symptômes, sur certains produits qui ne peuvent pas être appliqués sur la peau, des sticks ou des parfums, peuvent gêner physiquement et socialement beaucoup de patients. Et ce prurite aquagénique est lui tellement spécifique qu'on essaye, soit par les traitements hématologiques, l'hydréa, l'interféron que les patients ont, le Jakavi, bien évidemment, que peut-être certains ou certaines ont déjà ou ont entendu parler, mais qui nécessite aussi souvent la prescription d'un autre médicament, celui-ci symptomatique, pour réduire les démangeaisons. Car sinon, sur ce prurite aquagénique, beaucoup de patients exprimant ce symptôme diminuent le contact avec l'eau et donc diminuent le nombre de douches ou se lavent avec des gants ou quand c'est la température de l'eau qui gêne, non plus se laver à l'eau chaude mais à l'eau tiède, voire parfois à l'eau froide. Et donc il y a prurite
et prurite, démangeaison générale ou liée à une dermatose, et le fameux prurite aquagénique, qui est un élément qui pourrait être intéressant de discuter, mais encore toujours la même question, c'est d'en parler. La fatigue, on n'en parle pas toujours, on parle médication, on parle prise de sang. Le prurite, on n'en parle pas non plus systématiquement, car certains patients ne savent pas qu'on pourrait lier ces démangeaisons à la maladie hématologique. Et donc, parfois, les patients sont surpris, plusieurs années après le début de leur prise en charge, qu'ils disent un jour, mais au fait, j'en ai marre de prendre ma douche parce que je me gratte. Et que leur médecin dit en écarquillant les yeux, mais c'est totalement typique de votre maladie. Et qu'on se rende compte alors qu'ils avaient déjà ces démangeaisons si particulières avant même d'être diagnostiqués, car très souvent cela précède la néoplasie myéloproliférative de quelques années. Donc sur ces éléments-là, il y a un certain nombre de capacités d'action et nous pouvons en discuter si vous le voulez. Merci. Alors, nous, on avait une question très basique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre prurite et NMP? Comment ça se fait qu'on a envie de se gratter? Est-ce qu'il y a une explication? Alors, si on ne parle que de la maladie hématologique et donc on enlève les autres causes, beaucoup d'explications sont données, mais pas forcément de solutions. Si vous regardez la littérature, il y a très peu de confrères qui se préoccupent de ce symptôme parce qu'il est tellement polymorphe que se pose la question de comment des maladies du sang peuvent donner des problèmes de peau. Les patients se grattent. Si l'on regarde la littérature, deux éléments peuvent se chevaucher. Je ne parle pas éventuellement de la cause liée aux médicaments, car certains médicaments sont toxiques pour la peau, et vous avez peut-être, mesdames et messieurs, expérimenté la toxicité de l'hydréa, ou parfois les démangeaisons au Pégasis qui peuvent exister. Mais si on parle NMP et complications cutanées, on peut se dire deux choses. La première, c'est dans le sang circule beaucoup de protéines inflammatoires libérées par les cellules de la moelle. C'est la façon dont l'inflammation agit aussi sur l'état de fatigue. Tout à l'heure, Laetitia, vous parlez aussi de fièvre. Nous avons les douleurs osseuses qui peuvent être aussi liées à l'inflammation. Et donc, parmi les protéines d'inflammation, certaines cytokines sont à activer les problèmes de peau. Et donc, potentiellement, à faire gratter les gens. Deuxième possibilité, c'est la quantité très importante de cellules dans le sang qui fait qu'il y a une sorte d'engorgement des vaisseaux de la peau et qui crée alors une irritation. La peau étant pas habituée à avoir toutes ces cellules dans ces petits vaisseaux superficiels peut alors amener à gratter. Et la meilleure façon de voir qu'on a plein de cellules dans le sang, c'est la rougeur du visage, de l'érythrose faciale que l'on voit souvent dans la polyglobulie de Vaquez. Donc on a un certain nombre de paramètres dans le sang et certaines études ont été menées aussi sur la peau. Des professionnels, en particulier américains, ont fait des biopsies cutanées à beaucoup de leurs patients NMP et ils ont trouvé que certaines cellules, comme les polynucléaires basophiles, les polynucléaires éosinophiles ou les mastocytes, peuvent parfois être plus présents dans la peau, que chez des individus sans démangeaison. Et donc, on peut se poser la question parfois de penser que certaines des cellules de la moelle issues du NMP peuvent se relocaliser dans un tissu comme la peau et occasionner alors les démangeaisons. Voilà peut-être pourquoi, grâce à certains médicaments, quand on améliore le bilan sanguin, quand on améliore le fonctionnement de la moelle, eh bien la peau aussi s'améliore par la même occasion. Mais il n'y a certainement pas un ou deux mécanismes, plusieurs peuvent s'enchevêtrer.
Ah, mais c'est horrible de vous écouter parce qu'en fait, ça démange. C'est un enfer. Il y a un côté, je crois, aussi psychologique total. C'est-à-dire, quand on entend parler de gratouille, mais c'est pas possible. C'est comme les poux. Ah, voilà. Bon. Mais non, en fait, voilà, il faut quelquefois prendre un peu de recul et en rire parce que sinon, pour avoir vécu avec des grosses démangeaisons sous médicaments, c'est insupportable. Et c'est là où je pense qu'avoir un exutoire physique peut aussi servir de se défouler, quoi, au lieu de s'arracher la peau à se faire saigner, à la rigueur, acheter un punching ball, quoi. Je pense que ça peut être pratique. Enfin bon, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a pas mal de questions. Ah oui, sur thrombocytémie essentielle, enfin on va dire NMP et soleil. Ça fait partie de la qualité de vie de se mettre au soleil. Alors, enfin, d'avoir un petit peu bonne mine. Eh bien, écoutez, sincèrement, nous demandons une limitation à ce que le contact, voilà, la vraie vie, nous limitons l'exposition solaire lorsque certains médicaments sont mis en place. L'hydréa, si c'est la question qui peut être posée par certains ou certaines de l'autre côté de l'écran, l'hydréa a une toxicité cutanée non négligeable, non pas forcément sur le moment, mais parfois plus à l'exposition au long cours, en provoquant des sécheresses ou des rougeurs. Bien sûr, n'importe quel patient qui s'exposera en faisant la crêpe sur la plage, qu'il ait ou pas la maladie hématologique, aura un risque important de rougeur cutanée, de coups de soleil, bien évidemment. Donc, dans ce contexte, nous autorisons, bien évidemment, sans limitation, les patients à aller dehors, à aller faire le jardin, comme l'expliquait Laetitia en termes d'activité physique, d'aller se promener sur la plage. Nous avons plein de patients en Bretagne qui font du longe-côte, donc ils sont au soleil la majorité du temps, ils s'exposent. Il faut juste faire attention sur le moment de la journée, pas au moment où il fait le plus chaud, et pas forcément non plus au moment où il n'y a pas de protection. Donc, un peu d'écran solaire, un joli chapeau de paille vous permettent de vivre à l'extérieur sans avoir aucune limitation. C'est plutôt donc le fait de s'exposer au soleil pour bronzer qui peut être, à cause de certains médicaments, un peu trop réactif du point de vue de la peau et occasionner bien plus de dégâts qu'autre chose. Mais sinon, vivez votre vie, faites ce que vous voulez, allez dehors, donc du cyclisme, de la marche, tout cela, ça se fait au bon air ou sous la pluie, bien évidemment, même si vous n'êtes pas en Bretagne. Et alors, on a aussi des questions concernant les troubles de la concentration et de la mémoire. C'est vrai que moi, j'ai l'impression de partager ma vie avec un bloc-notes et un bloc de post-it, parce que ayant une maison à étage, je passe un étage et arrivé en haut, je sais plus ce que je suis venue. Alors moi, je fais de l'exercice, hein, ça c'est garanti. Arrivé en haut, j'ai oublié ce que je venais chercher. Donc, est-ce que c'est lié au NMP, ou alors est-ce que c'est parce qu'on est fatigué qu'on oublie? Voilà, la mémoire, ça reste vraiment, c'est un sujet qui revient souvent en se disant, on a l'impression d'avoir muté en poisson rouge, quoi. Alors, je vais donner ma vision des choses et peut-être Laetitia donnera la sienne après. Alors, moi, au contact des patients, je vais le redire, malheureusement, en tant que maladie chronique, il s'agit souvent de phénomènes exprimés par les patients. Mais si je veux être pragmatique de mon point de vue médical, nous savons que malheureusement, le cerveau, c'est donc plein de vaisseaux, et plein de vaisseaux dans lesquels circulent les cellules de la maladie. Il y a donc, quand on a trop de cellules circulantes, des problèmes d'apport en oxygène, c'est la viscosité ou hyperviscosité, et qui fait qu'alors, certains patients ont plus de maux de tête, de migraines ou de facilité à se concentrer. Mais il y a aussi à l'inverse, avec la myélofibrose, la fameuse anémie, qui elle-même aussi
du fait qu'il y ait moins de globules rouges, apporte moins d'oxygène aux neurones. Et vous avez donc les extrêmes qui font que dans ces circonstances-là, on peut comprendre pourquoi l'oxygénation du cerveau étant moindre, celui-ci a alors plus de difficultés à gérer le quotidien. Physique, émotionnel, sentimental, tout ça, ça passe par le cerveau. Et l'une des façons dont ça peut être exprimé, c'est comme vous l'avez dit, Karine, par les phénomènes de troubles de la concentration ou de l'attention. Donc, à nous de comprendre si c'est un phénomène d'hyperviscosité ou d'anémie. Nous avons des traitements qui peuvent aider à soit réduire l'un, à améliorer l'autre, qui peuvent être utilisés au moins pour savoir. Et puis parfois, il nous faut aussi faire des consultations de neurologie pour trouver d'autres causes. Alors, on a parlé du prurite, on a parlé de la fatigue. Qu'est-ce que vous proposez pour les douleurs osseuses et musculaires qui sont aussi des effets et des symptômes rapportés chez de nombreux patients atteints de NMP? Laetitia, comme je ne veux pas monopoliser le micro, est-ce que tu aurais des choses à dire là-dessus, puisque dans le contexte de fatigue, souvent les choses sont liées et utiles dans les deux sens. Après, voilà, c'est vrai que sur les douleurs, de maintenir une activité physique, c'est important. Après, il y a tous les médicaments contre la douleur aussi qui peuvent aider à soulager ces douleurs. Après, en effet, c'est de comprendre quelle est l'origine de la douleur. Et parfois, elles sont aussi des douleurs articulaires qui ne sont pas en lien avec la maladie hématologique aussi. Ça un petit peu de savoir quelle est l'origine de la douleur, si c'est la NMP ou un autre problème de santé. Et on est nombreux à avoir ce qu'on appelle les pieds qui brûlent ou les mains qui brûlent. Apparemment, comme on est nombreux, je me dis que ça doit être en lien avec les NMP, mais ça pourrit bien la vie, puisqu'on parle de qualité de vie. Et là, vous proposez quoi? Moi, j'ai trouvé une solution, mais c'est la mienne. Arrêtez de demander des solutions à tous les problèmes. Je suis navré de pouvoir vous dire que nous aussi, nous le constatons sans avoir forcément une solution unique. Alors, souvent, cette sensation que vous décrivez, Karine, est très souvent en lien avec l'hyperviscosité, c'est-à-dire la quantité de cellules qui circulent. Et donc, plus il y a en particulier de plaquettes, plus le risque de ces douleurs, mais aussi douleurs et rougeurs. Certains patients ayant des douleurs au niveau des extrémités, des pieds ou les mains, expriment ce qu'on appelle des érythromélalgies. C'est donc une hyperviscosité plaquettaire poussée à son paroxysme, où il n'y a quasiment plus de circulation de sang dans les extrémités, là où en fait il y a des tout petits vaisseaux. Donc ça encombre, comme on peut le penser, dans un tuyau où vous déversez plein de débris dedans. À un moment donné, l'écoulement se fait de moins en moins bien. Et à ce moment-là, quand on est hyperplaquettaire, le meilleur des traitements, ça c'est reconnu, c'est l'aspirine. Et ça, souvent, même à 75 mg, à 60 mg bébé ou à 100, cela aide énormément à gérer ce phénomène d'érythromélalgie. Ça peut aider. Parfois, il y a aussi des patients qui expriment ces mêmes troubles vasculaires, comme dans d'autres maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Raynaud. C'est aussi un trouble, mais là, c'est le vaisseau lui-même qui est un peu abîmé et qui, en fonction de la chaleur ou du froid, réagit en donnant les mains froides, blanches, pâles, quand on est au froid. Et quand on revient chez soi, bien au chaud, elles deviennent rouges chaudes et douloureuses par la même occasion. Et ça, il faut souvent se rapprocher d'un interniste ou d'un rhumatologue pour voir s'il y a un traitement anti-inflammatoire à donner. Souvent, la cortisone aide beaucoup. Après, souvent, les patients qui ont ces douleurs, soit lèvent les mains ou les pieds pour réduire la quantité de cellules, voire mettre les mains ou les pieds dans le froid, bague d'eau froide ou d'eau fraîche, et qui permettent de diminuer les symptômes. Je n'ai pas forcément plus de solutions
à vous proposer, mais souvent dans le contexte de l'hémopathie qui est la néoplasie myéloproliférative et en particulier l'hyperplaquétose, thrombocytémie essentielle, voilà souvent ce que l'on propose. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que si les pieds brûlent, ça veut dire obligatoirement que nos plaquettes sont en hausse? Non, c'est comme je disais, c'est une des possibilités. Et c'est vrai que par contre, c'est souvent un moyen de découvrir par l'intermédiaire du dermatologue qui voit le patient avec ces symptômes-là, ou l'interniste qui a été sollicité, fait le bilan sanguin et découvre la thrombocytose avant même le diagnostic. Un des éléments qui permet de comprendre pourquoi ces maladies polymorphes en termes d'expression peuvent être diagnostiquées sur un bilan biologique de routine, sur un prurit aquagénique, sur des douleurs osseuses ou des extrémités, tout un tas donc de manifestations physiques. Mais ce n'est pas automatique. Tous les patients avec hyperplaquétose ne se plaignent pas de ça. Mais en tout cas, c'est souvent le moyen par lequel on a de trouver que les plaquettes sont élevées. Et parfois, quand on est, alors pardonnez-moi aussi, quand on est considéré comme un patient jeune, le médecin hématologue ne prescrit pas systématiquement un médicament pour réduire la quantité de plaquettes circulantes. Donc, on peut vivre avec une ENMP sans médicament pendant des années et des années et des années. Quand on est déclaré comme étant moins jeune, l'hématologue prescrit de l'hydréa, de l'interféron et ainsi de suite pour réduire la quantité de cellules circulantes. Et donc, un certain nombre de symptômes qui étaient présents avant disparaissent. Mais dans ce contexte de personnes jeunes, non traitées, on recommande le plus souvent de mettre quand même de l'aspirine en systématique pour les patients avec NMP. Polyglobulite vaqueuse, myélofibrose peu agressive, thrombocytémie essentielle du sujet jeune. Et donc, on a alors un certain nombre de patients qui ne se plaignent plus de ces douleurs parce que l'aspirine est en place. Je peux conseiller peut-être, pour les personnes qui n'ont pas de médicaments pour freiner leur moelle et qui n'ont potentiellement pas non plus d'aspirine prescrit systématiquement par leur hématologue, car tous les hématologues ne donnent pas du Cardégique 75 ou du Résitune 100 mg, de prendre alors cette aspirine et de voir si cela influence les douleurs. Et donc parfois, on n'a pas de traitement parce qu'on n'en veut pas, ce qui est aussi compréhensible, et prendre cette petite dose d'aspirine change beaucoup de choses, si le symptôme est bien lié à l'hyperplaquétose. Alors, une autre question, mais qui a lien, avec le fait qu'on a souvent des hématomes. Ça peut être plus ou moins joli. Quand ils sont petits, ça va. Quand ils sont plus gros, c'est un peu plus moche. Mais quid des massages? Parce que c'est bête, mais je me dis déjà, quand on se bigne dans un coin de table, on a un bleu. Alors, si on se fait tripatouiller comme ça va donner quoi derrière? Laetitia, tu peux être un retour d'expérience et de sollicitation de patients dans ce contexte, vu que toi, souvent, tu réponds à des questions insolites, avant que je donne ma réponse. Mais non, je n'ai pas eu de patients qui ont bleui sous des massages, donc je n'ai pas de retour dans ce sens-là. Alors, faisant partie de la qualité de vie globale, je suis tout à fait d'accord qu'un bon massage aide bien. Sincèrement, il est préférable, bien sûr, de faire attention. Et donc, surtout, de ne pas limiter la possibilité de se faire du bien par ce biais-là, avec des massages musculaires. J'ose penser à éviter les massages de certaines pratiques de l'Asie du Sud-Est, où on va un peu plus fort, voire on tape, pour détendre les muscles. Donc, en effet, un massage simple ne pose aucun problème. Car on a de nombreuses raisons pour que ces pathologies donnent des hématomes. Les plaquettes en grande quantité, quand elles encombrent les vaisseaux, elles peuvent donner tout autant les caillots sanguins, la fameuse thrombose qu'on essaye de prévenir, que des facilités hémorragiques. Les plaquettes elles-mêmes sont souvent anormales en termes de fonctionnement. On a ce qu'on appelle une thrombopathie.
elles sont bien, elles sont jolies, elles sont nombreuses, mais elles ont en plus la possibilité, non pas de se coller les unes aux autres comme un aimant à face nord-sud et donner les cailloux, mais parfois, elles frottent les unes contre les autres sans se coller, comme un aimant qui se répulse. Et cela favorise alors les saignements. La thrombopathie, ou ce qu'on appelle souvent le syndrome de Willebrand-Aki, est aussi souvent présent quand on a une maladie de type néoplasie myéloproliférative. Et bien sûr, là-dessus, votre médecin hématologue adoré vous prescrit un antithrombotique, aspirine, AVK, AOD, anticoagulant, qui malheureusement, mais c'est le but du médicament, fluidifie tellement votre sang qu'il vous emmène alors à avoir des hémorragies ou des hématomes plus faciles. Il faut jongler avec tout cela, mais surtout, si vous avez la possibilité d'aller au spa, si vous avez la possibilité de vous faire masser, si vous faites du sport intensif, il ne faut pas craindre d'avoir des éventuels hématomes, il faut profiter de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous voulez faire. C'est aussi, je l'espère, un message qui sera final de cette réunion, c'est que avant tout, vous avez le droit de vivre votre vie, certes potentiellement avec quelques limites, qui peuvent dépendre de chacun ou qui peuvent dépendre de votre maladie, mais surtout ne pensez pas que les patients n'ont pas le droit d'être au quotidien ce qu'ils souhaitent dans leur vie personnelle ou professionnelle. S'il y a un message à la fin à dire, c'est bien ça. C'est parfait. Et ben, moi, je propose qu'on le garde pour le message de la fin, justement, pour la conclusion. Merci beaucoup. Je pense que c'est, voilà, essayer de bien gérer son quotidien, d'être accompagné avec son hémato et des soins oncologiques de support pour mieux gérer tous ces effets de la maladie. Et puis, voilà, se faire plaisir et profiter de la vie. Alors, on a Madame Rio qui réapparaît. Alors, moi, si tu es d'accord, Karine, je vais conclure en remerciant infiniment nos deux experts et aussi Pierre-Édouard de Bureau qui a répondu aux questions en ligne. Donc, on a eu beaucoup de questions. On espère qu'on y a répondu, qu'on vous a apporté des questions pratiques et surtout utiles. La prochaine webconférence, donc il y a commencé à avoir des questions sur tout ce qui était sexualité, libido, etc. Donc, le 12 juin, nous aurons deux experts, un qui parlera de la sexualité pour les femmes, parce qu'elle est gynécologue, et un pour les hommes, qui est sexo-oncologue. Donc, on vous donne rendez-vous, on vous a mis le lien. N'hésitez pas à vous inscrire. Le professeur Yann Otto sera également là pour modérer avec nous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Il y avait environ 120 personnes ce soir. Donc, voilà l'utilité de ce programme qui débute. Et donc, on vous donne rendez-vous pour les prochaines webconférences. Et on vous souhaite une excellente soirée.